Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le ministre de l'Intérieur était ce matin sur le site aurifère de Tamou. Il s'est agi pour Hamadou Adamou Souley de constater, de visu et échanger avec les occupants de ces sites sur la dernière attaque des forces armées nigériennes contre les terroristes afin de mieux édifier les Nigériens. Suivons l'intégralité de l'intervention du ministre de l'Intérieur, Hamadou Adamou Souley. Contrairement à tout ce qui a pu être dit à travers les médias, vous avez constaté qu'il n'y en a absolument rien de tout ça. Les gens nous ont fait comprendre que le site est dans un état chaotique parce qu'il a été bombardé de partout, que des corps jonchent les puits et les alentours du site. Il y en a qui ont même dit que sur le site, il n'est même pas possible de respirer à cause de l'odeur nauséabonde des corps en état de décomposition très avancée. Nous sommes venus, nous avons fait le constat, nous avons vu que ce que nous avons vu corrobore exactement le compte-rendu de l'armée. L'armée qui a suivi les traces des bandits armés, des terroristes qui ont attaqué le poste de police de Tamou. Après avoir tué 2 de nos vaillants soldats, 2 de nos vaillants policiers, ils ont ramassé tout ce qu'ils pouvaient prendre comme matériel de la police et se sont dirigés bel et bien sur ce site. C'est exactement ce que les images ont montré aux forces aériennes. C'est exactement ce que nous avons vu. Comme ils l'ont dit, les hangars dans lesquels ils ont déposé le matériel volé, ce sont ces hangars qui ont été bombardés. Pas plus que cela. Et donc les personnes qui sont mortes sont ces personnes-là, à coup sûr. En tout cas, ces gens, bien entendu, qui sont venus se réfugier dans le hangar au moment où les frappes se faisaient. Donc, nous sommes venus parce que nous avons un devoir de vérité. Nous avons le devoir d'éclairer la lanterne de l'ensemble des populations nigériennes, de la communauté internationale également. Il y en a qui ont avancé des chiffres de 1000, 300, 200, 150 morts. Avant d'arriver déjà sur le site, nous avons pris la précaution d'aller visiter le cimetière de Tamou, où ceux qui sont décédés ici ont été inhumés. Et nous avons bel et bien compté 7 tombes, pas plus. Ça s'est passé en la présence de tout le monde, de vous tous. Nous avons ici, une fois arrivés sur le site, nous avons sillonné le site. Nous sommes allés partout. Nous n'avons pas constaté de bombardement en dehors, bien entendu, du hangar ou des hangars qui étaient censés abriter ceux qui ont transporté le matériel et qui ont été suivis, dont les traces ont été suivies par les forces armées nationales. Et puis quand on bombarde un trou, le trou ne restera pas intact. Vous allez le trouver béant. Vous allez trouver que l'explosion a fait éclater l'entrée au moins. Vous allez trouver qu'il y a un cratère. Est-ce que vous l'avez constaté? Absolument pas.
Même les hangars, une bonne partie des hangars qui sont brûlés l'ont été le lendemain parce que tout simplement les autorités administratives voulaient que les gens quittent le site pour qu'ils soient sécurisés par les forces de défense et de sécurité. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai instruit les forces pour qu'elles fassent tout, absolument tout, pour empêcher l'exploitation de ces sites, pas seulement de ces sites, mais tous les sites illégaux. Parce que nous le savons très bien, les terroristes cohabitent avec les orpailleurs. Nous savons qu'ils tirent profit de cette exploitation artisanale donc de l'or. C'est de là qu'ils tirent aussi les ressources avec lesquelles ils combattent nos forces. Tout le monde voit les conditions dans lesquelles ces forces de défense et de sécurité travaillent. Au lieu de les encourager, au lieu de les féliciter, ce sont des concitoyens qui essaient de saboter leur travail en les incriminant d'actes qu'ils n'ont pas du tout posés. Vous avez vu, il y en a qui ont avancé notre armée, au lieu d'aller combattre les terroristes, bombarde les... Pourquoi est-ce qu'avant, l'armée n'est pas venue bombarder sciemment le site, et pourtant le site était là? C'est parce que justement, le site était censé fermer, et c'est parce qu'il y a eu cette attaque, et c'est parce que l'armée a reçu ordre d'intervenir après les informations qu'elle a eu à transmettre, bien entendu, parce qu'ils ont suivi le mouvement des terroristes. Il fallait les laisser comme ça. J'étais à l'Assemblée hier. J'ai été clair. J'ai dit que le président de la République, dès le jour où il y a eu l'intervention, quand il y a eu la polémique a été engagée, le président a dit: nous n'avons absolument rien à cacher. Nous allons prendre le soin de vérifier les informations. Nous allons faire les investigations nécessaires et nous allons faire jaillir la vérité. Et la vérité, vous la connaissez, vous la voyez, vous l'avez constatée. Lancement ce matin de la communication sur la table ronde des investisseurs et des partenaires au développement du Niger concernant le plan de développement économique et social PDS 2022-2026. C'était à l'hôtel Noum du Niamey par le ministre du Plan en présence des membres du comité ad hoc. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou. La présente assise marque le lancement officiel de la campagne de communication sur la table ronde des investisseurs et des partenaires au développement du Niger prévue se tenir du 5 au 6 décembre 2022. Il s'agira à l'occasion de la dite table ronde de présenter le plan de développement économique et social PDS 2022-2026 structuré autour de 6 objectifs principaux. Le PDS 2022-2026 constitue, par ailleurs, la deuxième déclinaison de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive SDDCI Niger 2035. Stratégie donc qui couvre la période 2017-2035. Le PDS 2022-2026 est donc le document de référence du Niger en matière d'intervention dans les domaines socio-économiques, culturels et environnementaux. La présente conférence de presse entre dans le cadre de la stratégie de communication du PDS 2022-2026 qui vise les 6 principaux objectifs suivants. Informer les acteurs directs des politiques publiques sur les objectifs et les résultats attendus du PDS 2022-2026. Vulgariser les objectifs et les résultats attendus du PDS 2022-2026 auprès du grand public. Diffuser auprès du grand public des éléments de communication de nature à impulser des changements de comportement. Renforcer la connaissance du PDS 2022-2026 auprès des partenaires techniques et financiers et gouvernements des pays amis en vue de favoriser la mobilisation des ressources. Renforcer la connaissance du PDS 2022-2026 auprès des grands groupes internationaux en vue de favoriser les investissements directs étrangers au Niger. Renforcer la connaissance et la visibilité du PDS 2022-2026 au niveau des Nigériens
y compris ceux de la diaspora. Élaboré autour de 3 axes stratégiques, ces plans ambitionnent d'améliorer considérablement l'économie du Niger et les conditions des Nigériens. Ce PDS ambitionne de transformer structurellement l'économie nigérienne en vue de conforter les bases de son développement. À cette fin, il est structuré autour de 3 axes stratégiques qui reflètent dans leur ensemble les principales dimensions du développement durable, à savoir donc les 3 axes. L'axe numéro 1, développement du capital humain, inclusion et solidarité. L'axe numéro 2, consolidation de la gouvernance, paix et sécurité. L'axe numéro 3, enfin, transformation structurelle de l'économie. Au ministre des Finances de rajouter en apportant des éclaircissements sur la marge de manœuvre qui sera entreprise par l'État dans la mobilisation de sa contribution qui s'élève à 8 757 milliards de francs CFA. La modernisation de l'économie implique la désinformalisation de l'économie. Aujourd'hui, quand on regarde notre pays, le problème, ce n'est pas le niveau des impôts. Le problème, c'est le recouvrement des impôts existants. Comment améliorer la capacité de l'État à mobiliser plus de ressources tout en gardant le niveau des impôts constant, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs. Et donc aujourd'hui, en partant vers cette modernisation de l'économie, nous allons élargir l'assiette fiscale parce que nous allons réduire la taille du secteur informel et que ceux qui ne payaient pas les impôts avant et qui constituent un problème aussi au secteur modèle, c'est-à-dire qui créent une concurrence déloyale et une injustice fiscale, vont contribuer à mobiliser les ressources. 19 500 milliards de francs CFA, telle est la somme globale qu'il faut de la part de l'État, des partenaires et du secteur privé pour la mise en œuvre du plan de développement économique et social. Il s'agira donc pour réussir le pari lors de la rencontre de Paris en France de déterminer les opportunités en vue de stimuler les investisseurs. L'Institut supérieur de santé ISS a célébré ce matin dans ses locaux la cérémonie de prestation de serment des étudiants en fin de formation dans diverses spécialités. C'était la 17e promotion des diplômés de cet institut au nombre de 247 récipiendaires qui embrassent désormais le monde professionnel. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs invités. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Abouakar Souley. Après 3 années d'efforts, d'abnégation et de sacrifices, ces étudiants de l'Institut supérieur de santé, toutes disciplines confondues, sont au terme de leur formation académique. La présente cérémonie réunissant étudiants, parents et administrateurs et celle de leur prestation de serment, les renvoyant ainsi dans leur vie professionnelle pour laquelle ils sont formés. C'est avec un grand plaisir et un immense honneur que je m'adresse à cette grande assemblée réunie pour la prestation de serment de nos chers étudiants de la session 2022. Une réussite acquise grâce à la volonté et à la détermination des récipiendaires, mais aussi à la qualité de l'encadrement. Je profite donc de cette opportunité pour faire une mention spéciale à tout le personnel de l'école et les encadreurs de terrain de stage qui font la fierté de nos écoles, grâce à qui celle-ci a acquis une grande notoriété, comme en témoigne le nombre sans cesse croissant que nous enregistrons chaque année. Cette notoriété est aussi acquise grâce aux qualités exceptionnelles de son fondateur, le docteur Djougou Adamou, des membres de l'administration qui gèrent efficacement cette école et de toute l'équipe scientifique, pédagogique et éducative qui ont patiemment et méticuleusement posé les fondations de votre réussite. Pour la directrice des études, l'Institut supérieur de santé continue sa percée dans l'amélioration de la santé de la population nigérienne. En reversant cette année encore 147 diplômés dans la vie active, portant ainsi à 2996 le nombre de nos diplômés de sa création en 2004 à ce jour. Cette année, notre institut a présenté 172 candidats et 147 sont admis
soit un taux de réussite de 85%. Pour leur part, les récipiendaires ont vivement manifesté leur plaisir. Je tiens à remercier toutes les personnalités qui ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie de prestation de serment de la 17e promotion des diplômés que nous constituons. Permettez-moi d'affirmer que la 17e promotion des diplômés de l'ISS que nous sommes s'engage à travailler consciencieusement afin d'améliorer la santé de la population nigérienne. En plus des animations culturelles, des remises de prix d'excellence et témoignages de satisfaction ont marqué l'éclat de cette rencontre. Les étudiants en fin de formation de l'Université africaine de développement EDU ont reçu leur diplôme ce samedi au cours d'une cérémonie au centre de conférence Mahatma Gandhi sous la présidence du président de la République Mohamed Bazoum. Le compte rendu avec Hassan Saleh, Mustafa et Sadou. I have always known English, but never have I made a speech in English. Early this month, and the story by which I began. Early this month, I started working with the EDU team to improve my English skills. And here I am today, delivering my very first official speech in presidential English. C'est le président de la République Mohamed Bazoum, bénéficiaire également de la formation en anglais à l'Université africaine de développement EDU, qui a présidé cette cérémonie grandiose mais aussi historique, une cérémonie de remise de diplôme aux premières promotions des étudiants de cette université qui a ouvert ses portes il y a 5 ans de cela. Pourquoi ? Le pourquoi n'était pas un pourquoi on a créé EDU. Non, c'est une question que beaucoup de gens se posent ici. Pourquoi quelqu'un de ce statut, de cette renommée, de cette intégrité, de cette excellence va venir à un événement comme ça? Vous êtes posé la question ou pas? Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous, on s'est posé la question. Qu'est-ce qu'il fait ici, une université privée? Qu'est-ce qu'il fait ici? On ne sait même pas si ça va marcher. Qu'est-ce qu'il fait ici? Voici ce qu'il fait ici. Il voit quelque chose, il ne sait pas ce que ça va devenir. Il a un 6e sens, sinon il ne serait pas le président du Niger. Et il pense que... plutôt que de regarder ça, avec le risque que ça échoue, s'il met sa main en bas pour pousser un peu, il donne plus de chances que ça marche. Notre mission est d'identifier les jeunes les plus talentueux du Niger, du Sahel, de l'Afrique et de leur donner la meilleure éducation pour en faire des leaders éthiques et effectifs dans les 3 secteurs, public, privé, non-profit, et qu'ils soient les acteurs du design et de l'implémentation de la transformation de leur pays. C'est ça la mission de EDU. Donc quand on a commencé ça, on n'a pas commencé pour faire une école, on a commencé pour accomplir quelque chose. La présence du président de la République Mohamed Bazoum parmi ses invités témoigne du sérieux et de la qualité de l'enseignement dispensé à EDU, d'où la satisfaction des responsables. Nous ne pourrons jamais oublier ce moment où vous nous honorez de votre présence, vous nous honorez de votre confiance et de votre appui. Cette convocation des étudiantes et étudiants pour recevoir le diplôme d'études qui les ont fortement mobilisés, leur ont réclamé des efforts considérables, n'est-ce pas? Dans un esprit d'excellence et un désir de se soumettre à l'exigence et de se surpasser, eh bien vous êtes là pour le reconnaître. EDU travaille aussi avec plusieurs autres partenaires internationaux, parmi lesquels la Fondation Mastercard, qui salue ce que fait cette université. Je tiens à féliciter l'ensemble du corps enseignant et du personnel de l'Université africaine de développement pour ce 5e anniversaire. Cette remise de diplôme est un témoignage de l'évolution de cette institution. Et ce moment précis est une manifestation de votre mission qui est celle de préparer les jeunes à la vie sociale
au travail et au leadership. La remise des diplômes aux récipiendaires, la remise des attestations à tous ceux qui ont œuvré dans l'évolution des LEDU et la décoration ont constitué le moment fort de cette cérémonie riche en animation sous les pas cadencés des étudiants. Sortie médiatique hier après-midi du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Le comité a passé au peigne fin la situation socio-politique et académique du pays. Un extrait de la déclaration lue par le secrétaire général du comité exécutif de l'UNUN, Bakim Batouré Al-Mustafa. Le comité exécutif ainsi exige, et cela sans condition. Le comité exécutif ainsi exige, et cela sans condition, l'abrogation pure et simple de l'arrêté du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation portant suspension des prestations de cours en cas d'éventuelle grève et à la militarisation des campus universitaires. Le comité exécutif exige le paiement sans délai des bourses en souffrance, notamment les reliquats de la deuxième bourse, la troisième bourse et la bourse de vacances, ainsi que le paiement sans délai des subventions. La misère dans laquelle sont abandonnés les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey inquiète à plus d'un titre. Si seulement le terme cimetière des vivants pourrait exister, ça aurait été le terme le plus approprié pour qualifier la situation dans laquelle végètent les étudiants à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Imaginez un tant soit peu 18 bus, dont d'ailleurs la plupart sont en panne, pour un nombre de plus de 40 000 étudiants. Ainsi, le comité exécutif de l'ONU exige la dotation de cours en bus suffisant afin de permettre à ces derniers d'être transportés en toute dignité. Moins de 2500 lits pour un nombre de plus de 40 000 étudiants. Comment un étudiant venu de Tesker, de Dirkou ou de Gouré qui se retrouve sans lit, sans chambre, sans bourse et sans subvention peut-il avoir le courage de poursuivre ses études supérieures? Nous rappelons au gouvernement que les fils dignes nigériens qui abandonnent leurs études pour toutes ces situations sont nombreux. Alors il va falloir à ce que cela s'arrête. C'est pourquoi, tout en interpellant le gouvernement sur sa responsabilité, en affirmant toute sa disponibilité pour le dialogue, le comité exécutif de l'ONU exige la reprise des activités de tous les chantiers suspendus et la mise à disposition des étudiants de nouvelles cités annexes afin de leur permettre de se sentir dans la sécurité minimum et pouvoir vaguer à leurs préoccupations académiques. Et pendant que le gouvernement veut œuvrer pour la qualité de l'enseignement, les étudiants issus des écoles de formation de qualité comme l'ENES se voient face à un refus catégorique d'octroi de matricule et de recrutement à la fonction publique. Le comité exécutif exige le recrutement sans condition de tous les enseignants de qualité formés dans les écoles de formation comme l'ENES. Et pendant ce temps, les députés nigériens s'arrangent à augmenter leur indemnité en ruinant le peuple nigérien déjà meurtri par la situation d'insécurité de tout genre, en laissant passer des pratiques animales comme l'homosexualité, des situations qui nous poussent à nous poser des questions selon lesquelles où va ce monde dans un domaine d'immoralité caractérisé, où des pratiques du genre animal se font observer avec un silence inédit de nos autorités et de nos députés qui s'arrangent en ce moment à augmenter leur indemnité. Le comité exécutif de l'ONU exige le retrait pur et simple de toutes les indemnités folkloriques des agents de la fonction publique. Et que cela s'entende, l'ONU s'insurge contre toutes ces forfaitures constatées et usera de tous les moyens légaux pour faire aboutir ces justes et légitimes revendications. Le comité exécutif de l'ONU prend en témoin la communauté internationale et nationale du fait que le gouvernement sera le seul et unique responsable de ce qui adviendra. L'ONU appelle ses militantes et militants et au-delà les militants de l'USN et le peuple à rester unis et mobilisés pour les éventualités et faire front commun
contre l'oppression et l'injustice. L'arrondissement communal Niamey 5 a abrité hier après-midi une campagne de sensibilisation sur le droit des femmes en situation de handicap présidée par le maire du dit arrondissement. Cette campagne est l'œuvre de l'ONG Jeunesse Active pour le développement des communautés nigériennes. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les femmes en situation de handicap de l'arrondissement communal Niamey 5 étaient à l'honneur à travers cette campagne de sensibilisation autour du thème inclusion économique des femmes en situation de handicap, gage d'un développement à la base. Une initiative portée par l'ONG Jeunesse Active pour le développement des communautés nigériennes, dont le premier responsable nous situe l'objectif à elle assigné. Nous sommes réunis ici pour appeler la population, pour appeler les différents syndicats de métiers à impliquer les femmes en situation de handicap dans leurs différents métiers, à impliquer les enfants non scolarisés de ces femmes en situation de handicap dans les différents métiers qu'ils font. Parce que vous le savez aujourd'hui, si on arrive à endiguer la problématique de l'autonomisation des femmes en situation de handicap, on endigue une partie, sinon à 100% on peut endiguer la question de la mendicité. La mendicité est une question aujourd'hui qui gangrène la population nigérienne. Vous voyez combien la mendicité est même exportée à l'extérieur. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que ces femmes-là ne sont pas organisées, elles ne sont pas appuyées, elles ne sont pas accompagnées. Donc nous sommes réunis ici pour appeler toute la population, tout le monde à s'impliquer dans l'autonomisation de ces femmes en situation de handicap afin qu'elles puissent vraiment laisser les rues. Prenant la parole à son tour, le maire élu du 5e arrondissement s'est naturellement réjoui de cette initiative. C'est le lieu ici de les remercier très sincèrement pour tout ce qu'ils ont pu apporter à nos voyantes populations. La cérémonie, disais-je, d'aujourd'hui est un témoignage de satisfaction à l'endroit de l'exécutif de la mairie, mais aussi de tout le personnel de la mairie, des services déconcentrés, ainsi que à l'endroit aussi de nos deux grandes fédérations, Djoliba et Béton, que je tiens ici à féliciter très sincèrement. Voilà, donc au nom de toute la population de l'arrondissement communal, encore une fois, nous adressons nos très vives salutations et nos remerciements à la jeune association Jeunesse Active pour le développement des communautés nigériennes. Ainsi, l'ONG Jeunesse Active pour le développement des communautés nigériennes n'a pas manqué d'immortaliser ce moment en procédant à des remises de témoignages de satisfaction à tous ceux qui œuvrent inlassablement pour le mieux-être des femmes en situation de handicap au niveau du 5e arrondissement de la capitale. Du sport à célébration hier vendredi 28 octobre 2022 de la journée mondiale du judo. Une journée qui a été lancée en 2021 dans le but de promouvoir le judo à travers le monde. Au Niger, la Fédération nigérienne du judo a organisé des séances de démonstration des femmes judokas. C'était à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Le compte rendu avec Hassan Saleh, Mustafa et Sadou Duni. Cette journée est à sa 11e édition cette année 2022. Elle est célébrée sous le thème « Inclusion, unir la famille du judo ». La journée mondiale du judo, ou World Judo Day, a été lancée en 2011 par la Fédération internationale. Ici, au Niger, la Fédération nigérienne du judo a commémoré cette journée à travers des démonstrations uniquement des femmes. La Fédération internationale a commencé la célébration en 2011 parce qu'avant on ne célébrait pas. Mais chaque année, ils célèbrent depuis 2011 et chaque année, ils ont un nouveau thème qu'ils donnent pour l'année. Et cette année, c'est l'inclusion. Ils disent inclusion, c'est le rassemblement de la famille de judo. Et nous, de notre côté, nous avons décidé de faire cette inclusion à travers les femmes, le genre. Parce que la Fédération internationale a mis une commission de genre. Donc on veut voir dans toutes les instances du judo les femmes, que ce soit au niveau du judo des enfants, à l'international, au niveau de l'arbitrage, au niveau des compétitions. Donc on fait la promotion du genre. Donc cette année, nous on a voulu fêter la journée mondiale du judo à travers le 100% judo féminin. Pour cet exercice, les différents clubs de Niamey ont été conviés
et tout se passe en parfaite symbiose. On a déjà une commission de genre qui est là. Et on a fait appel aux autres clubs de nous amener toutes les femmes qu'ils ont dans les clubs pour pouvoir célébrer la journée. La petite démonstration, c'est juste montrer comment se passe l'échauffement du judo, comment on fait les outils commis, comment on s'entraîne en tant que tel avec quelques mouvements de judo. Le judo féminin est un peu en baisse, parce que beaucoup de parents n'aiment pas que leurs enfants viennent faire le judo. Mais nous, on l'a fait et ça nous a apporté beaucoup de bien. Donc on ne l'a pas arrêté jusqu'à présent parce que je suis ceinture noire 3e dan, je suis arbitre continental. Et on fait de notre mieux avec la DTN pour ramener les femmes à faire le judo. Parce que c'est important. C'est pas facile, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, le judo est un sport noble. Il te donne une ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, la femme, moi en tout cas, je peux faire beaucoup de choses que je dirais que c'est grâce au judo que j'arrive à le faire. Cette journée internationale du judo a été instituée pour promouvoir la pratique de cette discipline qui a de beaux jours ici au Niger, où elle est pratiquée dans toutes les 8 régions du pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.